Dans ce chapitre, l'idée c'est de vous apporter des éléments de repérage sur la clinique de l'enfant endeuillé, bébé, enfant. Encore une fois, parce que très souvent les troubles de l'enfant endeuillé ne sont pas du tout ceux des adultes et ceux des adolescents. Donc si vous attendez que l'enfant manifeste son chagrin comme nous les adultes, par de la tristesse, par des pleurs, par des larmes, malheureusement on va attendre longtemps avant de prendre en charge l'enfant. Le bébé, les manifestations, c'est surtout par rapport au rythme de développement de l'enfant. L'alimentaire, le sommeil, les interactions avec l'entourage. Un bébé qui perçoit un entourage qui est plus disponible psychiquement, il se met en retrait. Il peut pleurer au début pour essayer d'alerter les adultes, et puis il va vite comprendre que les adultes ne répondent pas, donc il va se mettre en retrait. Et c'est pour ça que je vous expliquais que les enfants, les bébés endeuillés, souvent ont des réactions d'hypersomnie. Ils dorment tout le temps. Vraiment, ils se mettent en retrait du monde. Donc souvent, ça va conduire à un retard dans le développement, si on n'intervient pas, bien évidemment, à des problèmes dans les interactions sociales, là aussi si on n'intervient pas. Donc le bébé, c'est vraiment le comportement du développement du bébé. L'enfant, ça va être essentiellement deux types de catégories de troubles, très visibles, ce qu'on appelle externalisés, et beaucoup moins visibles, qu'on appelle internalisés. Les très visibles externalisés, ce sont des troubles qui vont nous alerter, ce qui fait que l'enfant, il cherche l'adulte quelque part. Il est en train de s'opposer à nous pour pouvoir bien se rassurer sur le fait qu'on est bien là. Autrement dit, même si je suis extrêmement pénible, parce que papa il est mort, parce que j'en peux plus, et que j'obéis rien, et que toi tu vas t'énerver après moi, tu me rassures sur le fait que tu es quand même là, même si je suis très pénible. Donc c'est souvent dans le comportement des enfants qui ont des troubles, on appelle ça oppositionnels. Alors on pouvait avoir des enfants qui avaient des troubles avant, là on est vraiment sur des ruptures dans le développement de l'enfant, entre avant le décès et après le décès. Donc des enfants qui, dans le comportement, ne sont plus du tout comme d'habitude, dans le rejet, dans l'agressivité, des fois qui vont taper les autres, des fois qui vont se taper eux-mêmes, qui peuvent se faire du mal aussi. Et ça c'est important de le repérer. Vous le verrez sur le module concernant les ados, mais on a des enfants petits qui des fois se font du mal, se tapent, se cognent. Je pense à une petite fille qui avait perdu son papa, qui s'était pendue. Elle avait malheureusement découvert le corps de son papa pendu. Et moi, j'interviens dans une prise en charge quelques mois plus tard, où la maman m'explique qu'elle a découvert sa petite fille de 7 ans avec une ceinture autour du cou. Et cette petite fille de 7 ans n'avait pas intégré ce que ça représentait de mourir. Pour elle, elle voulait retrouver papa, mais pas longtemps. Après, elle voulait retrouver maman. Vous voyez, la notion de la permanence, elle ne l'avait pas. Et dans les manifestations, elle était dans une identification au passage à l'acte de son père, mais avec l'idée que c'est les méchants qu'on pend, qui sont pendus. Et elle faisait la référence à Lucky Luke, où elle avait vu dans un dessin animé de Lucky Luke, où on pendait les méchants. Et elle se considérait méchante et responsable de la mort de son père. Donc, c'était des troubles très envahissants, bien évidemment. Les conduites auto-agressives, on va les repérer. Et là, heureusement que la maman l'avait repéré avant qu'il y ait un drame et le décès de cette petite fille. Donc, ces troubles externalisés, l'enfant nous alerte. Il peut refuser de rester seul, il peut manifester tout ce qu'on sait qu'un enfant peut manifester quand il va pas bien. Alors, c'est pas spécifique au deuil. Un enfant qui ne va pas bien pour d'autres raisons peut manifester ces troubles externalisés, mais un enfant deuillé qui va pas bien peut les manifester. Le plus inquiétant pour nous professionnels sont les troubles internalisés. Parce que ceux-là, ils passent sous les radars. On ne les voit pas. Mais essayez d'avoir en tête en tant qu'intervenant ou en tant que personne conseillant des parents qui sont endeuillés avec un enfant endeuillé, c'est l'enfant qui est trop sage, trop calme, trop compliant. On le pose à droite, à gauche, il manifeste jamais rien. Il est toujours d'accord de tout. Et il va souvent être dans un comportement hyper mature pour son âge. Il a 7-8 ans, mais on va lui demander beaucoup de choses du fait que papa est mort ou que la fratrie est morte, qui ne sont pas de son âge. Il est projeté dans un monde adulte alors que c'est encore un enfant. Donc il y a un mélange d'hyper-maturité pour un certain nombre de responsabilités et en même temps de très grande fragilité émotionnelle par rapport à son âge. Donc ça crée des comportements comme ça. Un enfant en faux self, hyper adapté, trop calme, trop comme indifférent, mais c'est pas de l'indifférence, hein, vraiment il faut faire attention. Ça doit nous alerter en tant que professionnel. Donc vous voyez, l'expressivité des troubles, elle va être
variable selon l'âge de l'enfant, elle va être aussi variable selon le contexte du décès. Il y a des décès où l'enfant n'a pas vu le corps et il y a des décès où l'enfant a vu le corps. Et quand il a vu le corps, il peut présenter, on le verra dans un autre chapitre, des troubles très particuliers du deuil avec tout ce qui est sensoriel, les odeurs, les sensations, développer des rituels où il va se frotter, par exemple, s'il avait eu du sang sur la main, où il va pouvoir entendre si jamais il avait eu des choses comme ça qui l'ont exposé au moment de la confrontation au corps. Donc ça, on le verra dans un autre chapitre, c'est particulier, il faut l'avoir en tête. Un dernier point, dans les troubles de l'enfant endeuillé, c'est toujours cette temporalité. Alors vous allez dire que je me répète, c'est vrai, la temporalité c'est très important. On a souvent tendance à penser que l'enfant qui vit quelque chose de douloureux, il va manifester tout de suite. Si je me casse la jambe, la fracture, je l'ai tout de suite. Si je perds mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, la fracture psychique, les effets, c'est pas forcément tout de suite. Des fois, c'est à plus long terme. Des fois, c'est quand je vais être ado, quand je vais être enceinte ou attendre un bébé si je suis un papa, quand mon enfant va avoir l'âge que j'avais au moment du drame. Et c'est à ce moment-là qu'il y a toute la souffrance et tous les troubles qui remontent à la surface. Et ce qui est important dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, c'est que l'adulte qui est dépositaire de la souffrance de l'enfant endeuillé, mais qui est peut-être un enfant endeuillé, quelque chose du 44 et qui a 40 ans, soit attentif, écoute et ne dise pas mais attendez, ça fait 30 ans quand même, ça fait quand même des années, vous devriez être passé à autre chose. La douleur du deuil et les troubles liés au deuil de l'enfant peuvent se manifester très longtemps. C'est pas forcément psychiatrique au sens où ça va pas forcément empêcher l'enfant de se développer. Il y a un tas de réactions qui permettent à l'enfant de manifester sa souffrance par rapport à la perte. Là où ça devient inquiétant, c'est quand ça entraîne des conséquences dans son développement cognitif, scolaire, de la relation à l'autre, dans son comportement avec son entourage. Là, on va s'inquiéter. Mais encore une fois, les troubles, certaines fois, vont se manifester beaucoup plus tard. Et on n'y pensera pas forcément. Je vais vous donner un exemple d'un enfant qui a un camarade qui est au collège et qui a un camarade qui est retrouvé suicidé dans son logement familial. Donc, le collège est prévenu, on sait que le jeune est décédé, il s'est tiré une balle, mais il n'y a pas eu de témoin visuel. Et moi, j'ai une demande de consultation d'une maman en panique totale qui me dit, voilà, mon fils a assisté au suicide d'un de ses camarades par balle. Alors, les suicides par balle, c'est dramatique. Quand tu en as en tant que psy du SAMU, moi j'étais prévenue toujours. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas eu un oubli, même si je suis à peu près convaincue qu'il n'y en a pas eu. On n'a eu qu'un décès par suicide d'un jeune dans la semaine et on sait que le jeune, c'était au domicile. Il n'y a pas eu de camarade témoin. Quand je vois ce jeune adolescent avec sa mère, il me décrit véritablement une scène d'un suicide avec les éléments sensoriels. Je vais demander à la maman d'aller faire un petit tour, voir le jeune tout seul et reprendre avec lui en lui disant quand je t'entends, et j'utilise une technique qu'on appelle l'empathie transitionnelle, se mettre au niveau de l'enfant, j'utilise ce que je ressens. Quand je t'entends, je me dis que tu as dû assister, tu as dû voir, et je reprends tous les éléments, tous les exemples qu'il me donne sur les éléments sensoriels, l'odeur qui est très particulière, et la texture du sang, qui était aussi extrêmement particulière. Et je vais pas le traiter de menteur, ça c'est quand même important. Je sais qu'il me ment, mais je pense qu'il n'a pas notion, conscience qu'il me ment. Non, sa réalité à lui, il me dit la vérité. Mais sa réalité n'est pas la vérité judiciaire et la vérité qu'on a pu constater avec les équipes. Donc j'ai besoin de comprendre. Et je vais lui dire, moi j'ai besoin de comprendre. Tu me dis ça, je suis convaincue que tu as vu, tu as assisté à quelque chose de quelqu'un qui s'est tué par balle. Mais ton camarade, il s'est tué au domicile. Et je sais qu'il n'y avait pas de témoin. On le sait. Donc j'essaie de comprendre. Est-ce que dans ta vie, il y a déjà eu des expositions, tu as déjà assisté à des gens qui se sont suicidés ou à des gens qui ont été tués par balle? Il me répond non. Donc je fais court. On va reprendre un temps avec la maman et avec la maman, je vais lui faire part de ce que je constate, de ce que je sais du contexte et du fait que je pense que son enfant manifeste une souffrance du deuil, des troubles vraiment particuliers d'un deuil en très grande souffrance, mais qui est peut-être pas lié au deuil pour lequel elle m'a sollicité. Elle me sollicite pour le deuil de son camarade et je pense que c'est un autre deuil. Et la maman me dit non, il n'y a jamais eu de décès comme ça.
Puis alors qu'elle me dit ça, elle va s'arrêter en me disant « Ah si, mais c'est pas possible ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet adolescent, quand il avait 2 ans, son grand-père s'est suicidé. Et ce petit garçon de 2 ans, il est resté à côté de son grand-père suicidé par arme pendant près de 5 heures. Cette trace sensorielle, cette trace traumatique de ce deuil très particulier, au début, il n'a rien manifesté. Et c'est ce que me dit la maman, mais il était bien, il n'y a rien eu, il dormait bien, il mangeait bien, il a bien grandi, on n'en a jamais reparlé. Et c'est à l'occasion d'un autre deuil que là, l'enfant s'autorise, devenu adolescent, mais c'est l'enfant endeuillé, vous voyez, qui va s'autoriser, ça va se libérer, c'est pas volontaire tout ça, mais ça se libère dans l'après-coup. Donc ça, c'est vraiment important pour les troubles, de toujours penser à cette notion de temporalité. Le temps où ça se passe, c'est pas forcément le temps où les troubles vont s'exprimer. Et ça éviterait bien souvent des propos des fois maladroits, malencontreux de collègues qui pensent bien faire en disant à un adulte qui souffre, c'est la part d'enfant qui souffre d'un deuil d'un parent, d'une fratrie, de lui dire « mais attendez, ça s'est passé il y a longtemps ». Le traumatisme du deuil, la souffrance du deuil, c'est quelque chose qui est un temps hors temps. C'est une blessure psychique invisible. Elle est là, elle fait partie de la vie. On peut très bien vivre avec, et heureusement, parce que sinon il y aurait des millions de personnes qui seraient en très grande souffrance. Elle fait partie de la vie, mais la dénier rajoute à cette souffrance-là. Donc le reconnaître, c'est important. Et dans les troubles, toujours penser à cette temporalité. Très long.